1000 km tout rond, c'est la distance qu'il m'aura fallu pour évaluer au mieux ce All Road Team Nakamura. Bonjour à tous, je m'appelle Tony, vous êtes bienvenus sur les petits vlogs à vélo, bienvenue aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui, c'est la vidéo sûrement la plus attendue de l'année, c'est enfin mon compte rendu de mon test de ce All Road Team Nakamura Carbon SRAM Apex. Est-ce qu'il est à la hauteur des espérances? On va tenter d'y répondre. Mais juste avant ça, un petit rappel sur ses caractéristiques. Doté d'un cadre carbone, muni de nombreux inserts idéaux pour le bikepacking, ce vélo peut recevoir des largeurs de pneus jusqu'à 50 mm à l'avant et 45 mm à l'arrière. Sa géométrie est d'abord pensée pour en faire un vélo d'endurance. Il est équipé de freins hydrauliques mais d'une transmission full SRAM Apex XPLR, tout électronique. A noter la présence des roues Mavic Allroad S montées de pneus Schwab Allroad G1. Dernier détail mais qui a son importance, ce test est réalisé sur un cadre taille S. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le son un peu grave de ma voix. On est juste après le Gravel Start Tour, donc je suis un petit peu fatigué. J'ai décidé de faire une petite sortie d'écrassage de 30 km sur route. Donc voilà, ça me laisse l'occasion aussi de pouvoir vous parler. Et surtout de ne pas être trop dérangé dans les chemins où ça tabasse. Donc c'est pas plus mal qu'on fasse le bilan maintenant. Et justement, quand on veut parler de son cadre, on va parler d'un premier point qui fait débat pour les utilisateurs de ce cadre, c'est le confort. Ce cadre, il faut l'admettre, il est rigide. C'est pas un cadre ultra confort, il n'est pas fait dans la fibre la plus haut de gamme. Mais ça, à l'achat, nous le savons déjà. Nous savons très bien que pour le prix, c'est-à-dire pour un vélo tout équipé, et vu comment il est équipé, on y reviendra en détail après, on sait très bien qu'on n'achète pas le haut de gamme du cadre et on sait très bien que c'est pas sur le cadre que le prix est taxé. On pourra dire que le côté carbone c'est un atout marketing, mais c'est peut-être un peu plus que ça. Il faut aussi être honnête, c'est le premier cadre carbone sorti par la marque Nakamura, du moins en gravel. Ce qui fait débat également, c'est sa géométrie. On a un vélo qui va, pour moi, un peu trop vers l'avant, ce qui peut être compensé par une nouvelle position d'écale que j'ai dû adopter et finalement qui me convient assez bien. En fait, les premières versions aluminium gravel de chez Nakamura possédaient vraiment un top tube vraiment trop long, ce qui fait que la plupart d'entre nous se retrouvaient quand même à cheval entre deux tailles et que c'était pas toujours évident côté réactivité, côté confort, position. Il fallait quand même jouer de pas mal de réglages, notamment sur la longueur de potence et sur le recul de selle. Et d'après le retour de certains articles de presse, mais également des retours clients, il y a quelques différences de géométrie selon les tailles. Donc potentiellement un comportement différent. Donc pour devancer les éventuelles questions à quelle taille de cadre pour telle longueur d'entrejambe, ça sert à rien, j'y répondrai pas. Montez dessus, faites les réglages, voyez si ça vous convient. Et je pense que c'est le meilleur moyen parce que c'est trop compliqué. Si vous avez des bras qui font 3 km, des jambes qui en font 10, c'est trop compliqué de vous donner une taille précise. Je fais 1m69, sur la version aluminium, je suis parfaitement posé sur un M. Sur la version carbone, je suis très bien posé sur un S. Donc voilà. Donc pour en revenir sur la question marketing, est-ce que finalement Nakamura, n'ayant pas trop l'expérience du carbone, n'aurait-il pas mieux fait de rester sur plutôt de l'alu en montant peut-être la gamme d'alu? Est-ce que finalement passer au carbone, c'est pas juste un élément marketing? Non. Pourquoi? C'est le poids. Ce vélo, il pèse 9,2 kg. Et ce poids peut être encore allégé en changeant certains composants. Notamment par l'ajout de pédales un peu moins lourdes,
Une paire de roues carbone, évidemment, c'est tubeless. C'est ce qui est déjà le cas actuellement. Et encore un autre point important, on a parlé tout à l'heure, peut-être qu'il était un peu moins confortable, mais il est rigide. Et donc rigide dit réactif. C'est un vélo qui est très facile à emmener. Je ne le trouve pas plus énergivore qu'un aluminium. Au contraire, je pense que ce vélo m'a fait passer un cap. Alors, il y a l'entraînement, évidemment. Il y a la façon de s'alimenter. Mais je pense quand même que ce vélo m'a fait passer un cap au gain de poids, à la réactivité, le fait de perdre moins d'énergie. J'ai l'impression que chaque coup de pédale quand même que je donne, il me le rend mieux que la version aluminium. Et pour en finir avec ce cadre, même si on dit qu'il est rigide, c'est pas pour autant qu'il est inconfortable. La preuve en est, le week-end dernier, j'ai quand même fait 13 heures de gravel, et vraiment gravel pour le coup. Et franchement, je n'ai eu aucun problème d'inconfort malgré sa rigidité. Là-dessus, je suis d'accord. C'est un cadre rigide, mais bon, c'est un all-road, donc qui permet d'envoyer et à la fois, de passer un peu partout. Donc, il faut savoir faire un compromis dans un prix contenu et je pense que ce cadre, sur ces points, est plutôt réussi. Voilà pour mes premières impressions et mon premier retour sur ce vélo. On rentre plus en détail, mais on le fera à la maison. Donc, après avoir rappelé tous ces points, il est temps pour moi de vous donner mon avis après une utilisation sur ce vélo de 1000 km. J'ai catégorisé les choses en 3 points. Les points positifs, les points négatifs et ce qui peut être à la fois positif et négatif. C'est-à-dire que dans la balance, je pense que ça va dépendre de la pratique de chacun. On va commencer tout de suite par les points positifs et évidemment, c'est son placement sur le marché. En termes de rapport qualité-prix, avec un cadre carbone moyen de gamme, certes, mais parfaitement équipé dès le départ. Et c'est là où Intersport et Nakamura à chaque fois fait la différence, c'est sur ses composants. Là où d'autres marques vont tout mettre sur le cadre et un peu moins sur justement les éléments qui sont très importants sur un vélo, ce sont les éléments qui sont en rotation. Roulement, pédalier, cassette, dérailleur, roue. Voilà, tous ces éléments sont très importants, pour moi bien plus importants que le cadre. Deuxième point positif, l'esthétique de ce vélo. La couleur, elle est magnifique. Beaucoup ont acheté le 250 Allroad aluminium et me disent oh, si on pouvait avoir le même en aluminium au même prix, mais avec ta couleur, franchement, on signerait tout de suite. Et c'est beaucoup de retours que j'ai eu, même si la couleur verte de base, elle a beaucoup plu à l'ensemble de ceux qui l'ont acheté, hein, c'est pas le problème. Mais franchement, pour dire que vraiment cette couleur, elle est magnifique. Ce bleu qui change de couleur en fonction de la luminosité, qui vire du plus clair quand le soleil est au zénith. Quand il est un peu caché, le bleu vient au foncé avec ses reflets rose, violet, voilà, un peu gasoline au niveau de la couleur. Franchement, j'aime beaucoup. Autre point positif de ce cadre, c'est la possibilité de pouvoir le passer en double plateau, si vous le souhaitez. On l'a dit tout à l'heure, le point fort, c'est ces périphériques. Là, on a une potence et une tige de selle de marque. Et ouais, ça aussi, c'est pas le cas partout. Là, en l'occurrence, c'est du Zip. Zip, on ne présente plus la marque américaine, qui équipe beaucoup de vélos de route, mais aussi maintenant des gravels. Et franchement, rien à redire sur ces composants en termes de fiabilité et de solidité. Les roues, évidemment, Mavic Allroad S, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ils auraient très bien pu remettre des roues avec des cerclages français comme on a eu sur les versions précédentes. Ils auraient pu aussi peut-être rogner sur ce prix. Non, direct, ils nous ont mis des roues quali qui rendent bien, qui tournent bien, qui ont un son très agréable aussi. Ça, c'est pas forcément à négliger. Moi, j'adore le son de roulage de ce vélo, franchement. Voilà. Quand je suis dans un long sentier,
que ce soit en forêt ou alors que ce soit sur une longue portion roulante caillou. Le son de ce vélo est vraiment très très agréable. Les roues, bah, elles vous rendent quasiment chaque coup de pédale. C'est super, il n'y a pas énormément de déperdition d'énergie. C'est pas les plus légères, mais c'est sûrement pas les plus lourdes du marché. Elles sont très confortables, elles ont quand même une largeur interne assez importante. Elles apportent sûrement un confort supplémentaire qui corrige un peu les défauts du cadre. La câblerie full intégrée, on va nous le dire, maintenant c'est quasiment devenu la norme. Malheureusement, pas encore partout. Donc bah, ça aussi, c'est un plus, rien qui dépasse, facilité d'entretien. La transmission, on va revenir dessus, mais full électronique, monoplateau 12 vitesses, 11,42, la plage est vraiment grande, mono en 40 à l'avant. Alors là où je vais mettre un petit bémol, on y reviendra tout à l'heure dans les points négatifs, c'est sur le monoplateau. Ce vélo en configuration telle quelle pour du gravel, pour une sortie gravel de 50-100 km, si vous n'êtes pas chargé, le plateau de 40 avec l'étagement, rien à redire. Sortie route, on n'en parle même pas, ça envoie du steak. Franchement, je vois quasiment aucune différence avec mon 10 vitesses sur route et en double plateau. Franchement, c'est du kiff-kiff. Peut-être ai-je une fréquence de pédalage légèrement inférieure. En ce qui concerne la transmission, là aussi, rien à dire. Le SRAM Apex XPLR pour Explore, je le rappelle. Full électronique, freinage hydraulique, c'est vraiment un des must voilà, sur le marché. Rien à dire de ce côté-là, c'est silencieux, c'est fluide. Pour le prix, c'est juste parfait. On a aussi une très grande qualité que se possède ce vélo, c'est son poids. 9,2 kg sur la balance avec la configuration origine. Moi, je dois être aux alentours des 9 kg tout rond avec ma nouvelle configuration, même si je n'ai pas changé grand-chose au final. Mais tout de même, déjà en le passant tubeless, bah, j'ai gagné le poids des chambres à air. J'ai changé la guidoline qui est un tout petit peu plus légère et les pédales aussi qui le sont un peu plus. Donc les 200 grammes, j'ai dû les gagner ici. Voilà, 9 kg pour un gravel, franchement, c'est raisonnable. On roue aluminium, franchement, c'est largement raisonnable. Donc maintenant, on va relever quelques points négatifs. C'est la géométrie de son cadre. Donc il m'a été un peu plus compliqué de trouver la position idéale. Je ne pense pas encore l'avoir trouvé. Je pense qu'une étude posturale m'aidera. Mais c'est vrai que sa géométrie quand même est assez courte. C'est un cadre assez rapproché. Donc peut-être qui explique aussi sa grande rigidité. Pour rappel, je suis sur un cadre S, peut-être que ce problème s'atténue en augmentant la taille du cadre. C'est pas un bout de bois non plus, je vous rassure. En tout cas, je suis quand même très bien dessus. Sinon, je ne ferai pas des sorties entre 100 et 150 km comme j'ai l'habitude de faire en ce moment. Mais c'est quand même un élément à prendre en compte. Deuxième point négatif pour moi, c'est son cintre. Avec un flair de 16 degrés. Alors pour une utilisation route et gravel, entre guillemets, race, c'est super. Par contre, dès que vous êtes en bikepacking, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'avoir les mains en bas du cintre dans une utilisation bikepacking, c'est quasiment impossible à moins que vous ayez une sacoche qui ne dépasse pas les 30 cm. Sinon, c'est vraiment très compliqué. Et c'est vrai que moi, des fois, de temps en temps, quand il y a des portions roulantes, quand il y a des portions un peu faciles, j'aime bien un peu envoyer et donc du coup mettre les mains un peu en bas du cintre. C'est vrai que là, par exemple, sur ma dernière expérience Gravel Star Tour, ça a été hyper compliqué de pouvoir poser les mains en bas du cintre. Même des fois dans les descentes, ça m'aurait peut-être un peu plus rassuré d'avoir les mains en bas du cintre que de les avoir sur les cocottes où j'avais quand même moins de force au freinage. Même si, attention, je le rappelle, le freinage il est top. Et en réalité, ça amène aussi une incohérence parce que ce vélo, il vous incite à faire du voyage en bikepacking grâce à ses nombreux inserts disposés un peu partout, mais son poste de pilotage, lui, n'est pas vraiment adapté. On pourra toujours me dire, un cintre c'est facile à changer, certes, mais si vous voulez un bon cintre pour du bikepacking, il va falloir y rajouter un billet, sachant que ce vélo c'est déjà un budget. Je pense quand même que voilà, un petit effort sur le flair de ce cintre, même générique, aurait été très apprécié. Justement, autre point négatif, et en parlant de bikepacking, c'est le plateau de 40. Et oui, c'est là où il est à la limite.
quand vous êtes dans des pétards à 10, 15%, et ça commence à devenir difficile à emmener avec le poids des bagages. Donc c'est pour ça quand même que peut-être un plateau de 38 serait peut-être un meilleur compromis malgré un super étagement à l'arrière, je le rappelle. Mais franchement, ça serait peut-être sûrement un gros plus d'avoir un 38 parce que je peux vous dire que dans les pourcentages les plus durs, je montais les côtes à la Pantani, quoi. Les mains en bas du cintre, en mode sprint pour atteindre des vitesses de même pas 9 km/h. J'étais obligé vraiment de m'employer très très durement pour pouvoir passer les plus gros pétards. Donc c'est vrai que ouais, 38, 36, voire même pour vraiment les pourcentages les plus durs. Un point négatif qu'il faut relever et que je trouve important. Faire l'achat de ce vélo, c'est déjà débloquer une belle enveloppe pour la plupart d'entre nous. Mais il ne faut pas non plus négliger son coût d'entretien. Et ouais, son coût d'entretien, notamment en ce qui concerne les consommables. Je prends un exemple tout bête. Je me suis dit, bah tiens, c'est vrai, c'est bizarre. Moi qui suis habitué à rouler en Shimano, bah maintenant il va falloir que j'achète des disques de remplacement SRAM. Et en faisant une recherche avec mon mécano, on s'est dit, ah oui, quand même, 58 euros le disque en 160 mm, c'est un coût, c'est un budget important. Euh, les plaquettes de frein aussi, voilà. Si vous voulez ce qu'il y a de mieux avec le meilleur des freinages, bah, il va falloir aussi mettre un billet. Le coût de la cassette et de la chaîne, très important aussi également. Donc, c'est un point négatif par rapport à un GRX où vous allez pouvoir mettre des composants plus facile d'accès en termes de prix. Vous pouvez mélanger du Shimano avec du microshift, c'est tout à fait possible. Et SRAM, je le vois un peu moins comme ça. Donc, rogner sur les prix pour l'entretien de ce vélo, c'est un petit peu plus compliqué qu'avec la version aluminium. Et ultime point négatif que je lui trouve, bah, c'est le poids de la cassette, le poids de la transmission, tout est à l'arrière et c'est vrai que dans les taquets, par moment, ça se fait un peu ressentir. Et pour finir, bah, je vais vous donner des points qui, dans la balance, pèsent surtout sur votre pratique et sur votre besoin. Voilà, je ne vais pas être catégorique. C'est un peu du 50-50, voilà. Je reviens principalement d'abord sur les pneus. Les Schwalbe J1 Allround, on est d'accord, ils sont solides, ils sont tubeless. Par contre, ils ne sont pas tout terrain. Ces pneus sont cramponnés mais ont une hauteur de crampon assez limitée et sont assez espacés les uns des autres. Donc ce qui fait que ce sont des pneus très roulants sur les portions sèches, route, gravier compressé, voire même gravier qui tabasse un petit peu. Attention quand même dans les descentes au roulis des pierres, voilà, ils ne sont pas non plus des plus grosses accroches. Dans les virages, on sent quand même qu'on a un certain déport malgré tout. Par contre, conditions sable et conditions humides, c'est des patinettes. Voilà, c'est des patinettes. Donc, c'est pas là où ils accrochent le plus. Et je pense que pour l'hiver, il est bien. Voilà, pour les saisons un peu humides, il serait quand même très sage de changer de monde de pneus. Cette selle qui continue à faire débat. J'ai jamais connu une selle qui fera autant débat. Voilà. Et alors, paradoxalement, sur mon utilisation, c'est pareil, c'est du 50-50. En route, je la déteste. En utilisation de gravel, je l'adore. Je vous donne un exemple. Gravel Start Tour, j'ai fait 250 km sur le week-end. Aucun mal de popotin. Au début de cette vidéo, vous m'avez accompagné dans une sortie route. Elle n'était pas très longue. Et pourtant, j'avais mal aux fesses. C'est un peu paradoxal, cette selle. Est-ce qu'elle est liée à la filtration des vibrations rapport au cadre? Est-ce que c'est la faute de la tige de selle? J'avais le même problème sur le Allroad 250, c'était exactement la même selle. C'était la selle Italia Boost modèle X. Euh, Bah, en gravel, pas de problème. En route, mal au cucu.
Un point encore supplémentaire où je suis mitigé, c'est sur l'autonomie de la transmission. On sait que c'est une transmission sans fil, donc il fonctionne avec batterie. En fonction des utilisations, en fonction de la pratique, le niveau de batterie se décharge plus ou moins vite. Alors, en utilisation 100% route, on est aux alentours des 800 km. Pour une utilisation gravel léger, on est plutôt dans les 650-700 km. Et vraiment gravel bikepacking chargé, là où on va beaucoup plus jouer sur la transmission, je vais être dans une utilisation aux alentours des 650 km. La rigidité du vélo. Et ouais, bah on en revient à la géométrie et à sa rigidité. C'est 50-50. J'adore sa rigidité du fait que bah il faut peu s'employer pour faire de belles relances. Et à la fois, bah il manque un peu de confort. Il faut l'avouer. Confort qui est compensé par la largeur interne des roues, le fait de passer tubeless aussi, hein, voilà, avec une pression basse dans les chemins cabossés. Il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles. On sait que pour 2200, on est dans un prix qui doit rester contenu. C'est difficile d'allier un vélo performant, confortable et qui rend chaque coup de pédale. Sinon, on irait dans des tarifs qui seraient le double, voire le triple. Bon, comme d'habitude, j'ai dit que j'allais faire 30. Finalement, j'ai fait 40. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin voilà pour mon ressenti sur ce vélo et mon avis définitif sur ce All Road Team Nakamura. Et je pense que je n'y reviendrai plus. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, la partager, la commenter. Et puis moi je vous dis, comme d'habitude, à bientôt sur les petits vlogs à vélo. Je suis cyclopathe.